Citoyens et culture. La féodalité, pourquoi? Avec l'historien Jean-Claude Schmitt. Juste pour commencer, est-ce qu'on peut, pour tout le monde et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la féodalité ou mal, ou même pour moi-même, donner une définition de la féodalité? Alors, la féodalité, qui est donc liée à l'idée de fief, de fief, c'est-à-dire Mhm. ses droits sur une terre, mais aussi sur des hommes, qu'un seigneur accorde à un vassal, et aussi de vassalité qui lui est souvent associée. C'est donc un modèle social, d'organisation sociale, puisque un tel contrat, en somme, se multiplie à l'infini entre toutes sortes de personnes et également avec toute une hiérarchie de ses dépendances, de ses obligations. Ce modèle est tellement prégnant que le XVIIIe siècle, les juristes, les historiens ont pris ces termes comme définition même de toute une structure sociale de très longue durée et qui se distinguait à la fois de la cité antique avec d'autres modes de dépendance et de pouvoir, soit le pouvoir impérial, par exemple, soit aussi la dépendance des esclaves, la question de l'esclavage qui ne se retrouvera pas sous cette forme dans la période médiévale, mais également en distinction d'une nouvelle forme qui, au XVIIIe siècle, prend de plus en plus d'importance, et au XIXe siècle plus encore, bien sûr, qui est à la faveur de toutes sortes de transformations, et notamment de ce qu'on appelle la révolution industrielle, le capitalisme. Donc la société bourgeoise capitaliste, d'une part, en aval, en somme, la société antique, citoyenne et esclavagiste en amont, seraient en somme les deux pôles qui mettent en valeur la différence de cette longue féodalité, si on veut, qui pourrait prendre ses racines dans l'Antiquité tardive pour connaître une fin au moment des Lumières et de la Révolution industrielle. Donc c'est défini ainsi, après avoir donné une définition extrêmement limitée, ce serait en somme une définition beaucoup plus vaste, celle qui correspond à ce que Marx a appelé le féodalisme, hein. Mhm. C'est-à-dire tout un système social fondé notamment sur ce noyau de dépendance. Voilà. Alors, bon, on peut le présenter ainsi. Il est sûr qu'il y a des études précises sur la seigneurie, sur la vassalité, sur également la mise en valeur des terres dans ce système-là qui est essentiel, puisque l'économie de cette époque est essentiellement une économie rurale qui repose sur l'exploitation du travail des paysans. L'ensemble de ces facteurs, de ces phénomènes, a été beaucoup étudié par les historiens. Je pense, par exemple, pour ne citer peut-être que le plus prestigieux d'entre eux, Marc Bloch, qui va Oui. être particulièrement honoré, la mémoire va être honorée cette année, puisque Marc Bloch, grand résistant, entre au Panthéon. Mais Marc Bloch était également un très grand historien qui n'a malheureusement pas donné toute la mesure de son, de son inventivité, puisqu'il a été fusillé par les Allemands en 1944 pour fait de résistance. Mais c'est Marc Bloch et bien d'autres historiens, et encore aujourd'hui, qui travaillent sur ces aspects les plus économiques, sociaux, juridiques de ce qu'on appelle la féodalité. Voilà. Ce n'est pas exactement mon cas, même si naturellement je ne perds pas de vue les contingences de cette organisation sociale. Il y a d'autres aspects qui en sont en partie la conséquence, si on veut, qui sont importants et qui vont plutôt du côté de la culture, comme je l'ai dit. Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément ainsi que l'on définit la société médiévale. On peut dire c'est la société féodale. Est-ce Mhm. que ce terme suffit à rendre compte de tous les aspects? Peut-être pas. Depuis quelques années, des historiens,
disons de ma génération, ont mis en valeur un autre phénomène qui avait été passé un peu sous silence par de très grands historiens, peut-être même Marc Bloch dans le fond et Georges Duby aussi, qui était également un Mmh. grand médiéviste Oui. et qui est le poids de, l'organisation de l'Église dans cette société. En partant de la constatation que la seule institution coextensive à l'ensemble du système social, c'est l'ecclésia, c'est-à-dire l'Église matérielle, mais aussi idéologique, intellectuelle, culturelle, etc. Donc c'est l'Ecclésia qui aurait ce pouvoir total, en somme, sur les hommes, qui se décline naturellement à des échelles différentes. Alors, effectivement, on ne peut pas opposer euh, terme à terme, comme ça, le monde antique et le monde Oui. féodal, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est une progressive transformation du monde qui échappe à la conscience même des acteurs, hein, et des contemporains, parce que c'est un processus qui se fait sur plusieurs siècles. Le passage, disons l'épuisement en quelque sorte du monde antique, son déplacement également de ses centres de gravité, de la Méditerranée vers des régions plus septentrionales, l'énorme problème des mutations démographiques, qui là encore n'est pas réductible à ce qu'on appelait autrefois les invasions barbares, Mmh. hein, ça n'est pas ça, évidemment, mais c'est, disons, la fluidité du, du monde romain qui s'ouvre aux influences venues de l'Est et qui voit petit à petit sa transformation mais de la population, mais aussi et surtout peut-être des relations de pouvoir, c'est-à-dire les cités qui se transforment, les gouverneurs qui disparaissent, l'empereur lui-même qui finit à la fin du 5e siècle par disparaître complètement, en tout cas, enfin pour un certain temps, en tout cas en Occident. Alors que ce monde, en plus, ce monde méditerranéen se fractionne avec l'opposition de plus en plus nette entre l'Occident, donc qui va être en somme le théâtre de cette montée d'une nouvelle forme sociale, et puis l'Orient qui garde un empereur, qui garde une église étroitement associée à l'empereur sur un modèle qui est plutôt celui de la fin de l'Antiquité, hein, mais qui va perdurer, en tout cas jusqu'à la prise de Constantinople au milieu du XVe siècle par les Ottomans. Voilà, donc il y a là une transformation très très lente, très longue, avec une substitution aussi des pouvoirs. Et c'est là qu'on retrouve la question du dominium ecclésiastique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle croissant des évêques et en somme la capacité du christianisme comme seule force idéologique et politique capable de remplacer, en somme, l'idéologie impériale, la capacité du christianisme et de l'Église à reprendre le contrôle, à garder, en somme, le contrôle sur la société à tous les échelons, et notamment aux échelons du diocèse. Le diocèse, c'est un territoire extrêmement important qui est calqué, si on pense à la France, sur le contour des cités gallo-romaines, hein, et qui va perdurer, réfléchissons bien à cela, qui va perdurer jusque dans les départements. Donc c'est dire la puissance, si vous voulez, de ce dominium ecclésiastique sur la société. Voilà, donc petit à petit, une transformation de la société dans laquelle l'Église assume ce pouvoir local ou régional, si on veut, dans le cadre des diocèses, dans lequel aussi les relations de pouvoir changent du fait justement avec la perte des structures politiques, de contrôle social de l'Antiquité, une violence sociale qui fait qu'on fait appel à de nouvelles formes de garantie, en quelque sorte, contre ce danger.
Et c'est là que l'on voit le lien entre, seigneurs et vassaux se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui sont désarmés et qui demandent protection, et il y a ceux qui ont le privilège des armes et qui, peuvent concéder, en somme, peuvent protéger, moyennant, bien sûr, un retour, heu, un retour sur investissement, pourrait-on dire aujourd'hui, hein. Mmh. Et c'est là que la l'échange, l'échange entre, protecteurs et masse, paysanne, essentiellement, démunie, désarmée, se fait le plus net. Et la féodalité, elle est en gestation dans cet échange, Mmh. hein. Il y a ceux qui peuvent protéger et puis il y a ceux qui demandent la protection et qui, en échange, aliènent, leurs droits, voire leur liberté. Et la question du servage, par exemple, est très liée à cela, hein. Les paysans qui sont, asservis, c'est-à-dire, attachés à leurs terres, privés de droits, pas comme des esclaves, ce sont des hommes reconnus, ne sont pas des choses, hein. Oui. Ce sont des hommes, mais ils sont, astreints à une multitude de prestations, de corvées, de travaux, en somme de charges à la fois matérielles et fiscales à l'égard de leur maître. Vous proposez aussi, vous l'avez un peu évoqué justement sur l'influence de l'Est, donc des peuples dits barbares. Est-ce que, alors c'est une intuition personnelle que je veux soumettre à votre jugement, mais est-ce qu'on aurait raison de dire que quelque part la féodalité a l'air justement d'une espèce de mélange ou de fusion entre l'ancienne organisation tribale des peuples barbares, adaptée à la verticalité du modèle romain ou même ecclésiastique, où dans les tribus barbares où il y avait un chef avec quelque chose d'un peu plus, avec les liens de fidélité des guerriers, par exemple, avec leur chef, est-ce que c'est quelque chose euh, on prend cet élément et on l'adapte à une société plus verticale qui va beaucoup plus loin dans la verticalité, si je puis dire. Je ne sais pas si mon Oui, raisonnement est clair et si ça a du sens. oui, je comprends bien votre question. Ben, si l'on voit la manière dont ça se passe avec les Francs, hein, c'est-à-dire Clovis, et cetera, on voit bien qu'en effet, la chefferie, des Francs vient, se fondre dans dans l'ensemble de ces rapports locaux de pouvoir qui existaient déjà et qui étaient eux-mêmes d'ailleurs le produit de mélange entre les traditions romaines, les traditions celtiques, etc. Donc, encore une fois, c'est pas, il y a, les transformations ne se font pas comme ça brutalement, hein, Mhm. c'est plutôt par fusion qu'elles s'exercent. Et par ailleurs, dans tout cela se pose la question de la légitimation de ce pouvoir, et le christianisme ici joue un rôle essentiel encore une fois. C'est-à-dire que, pensez à Clovis, c'est le baptême de Clovis qui lui donne la légitimité, qui lui permet d'asseoir son pouvoir royal sur un grand nombre de chefs qui pourraient évidemment rivaliser matériellement avec lui, mais qui ne le feront pas à partir du moment où ils l'auront reconnu comme chef, hein, et même comme chef oint, en quelque sorte, Mhm. mu par l'Esprit Saint et sanctionné par le pouvoir de l'Église. Voilà. Donc, c'est sur cette fusion qu'il faut insister, beaucoup plus que sur, disons, l'importation de structures barbares, par exemple, dans le monde romain, hein. Ça ne se passe pas de cette façon aussi brutale. Bien sûr, oui. Euh, alors, juste pour terminer sur la chronologie, à partir de quel moment, quel peut-être règne, on peut considérer qu'on a vraiment basculé dans le système féodal, enfin le mode d'organisation féodale, euh, on va dire tel que nous la connaissons. Enfin, je sais pas si on peut dire féodalité pure, mais vraiment, on est on a, on s'est vraiment éloigné de l'ancien empire romain et de la romanité, et on est dans un système. Je vais évidemment pas vous donner une date. D'accord. Bon, parce que justement, il y a
beaucoup de facteurs et que ces facteurs ont des chronologies différentes. Pour moi, et c'est pour mes propres études, ce qui est tout à fait fondamental, c'est l'imposition du christianisme comme idéologie unique, elle est uniquement unique et légitime de ce qui est encore l'Empire romain. C'est-à-dire ce qui se produit entre le règne impérial de Constantin au début du IVe siècle et celui de Théodose, surtout à la fin du IVe siècle. Ça, c'est un point de départ essentiel. Mais il ne faut pas oublier que la société, elle va beaucoup se transformer dans les siècles à venir. Si vous prenez le cas, par exemple, de la France, mais aussi de la Germanie, de l'Italie, etc., avec tous ces nouveaux royaumes qui se mettent en place. Et c'est à l'intérieur même de ces royaumes que la féodalité, comme on l'a décrite tout à l'heure, c'est-à-dire avec des pouvoirs locaux qui s'imposent sur les territoires plus restreints, hein, et qui sont rivaux entre eux, se mettent en place. Il y a bien sûr le phénomène de l'Empire carolingien, qui ressaisit en quelque sorte tout cela avec une sorte de nostalgie de l'Empire romain, hein, auquel on redonne beaucoup de lustre à tout point de vue, y compris artistique. Et c'est à son tour le démembrement, le partage, qui était d'ailleurs une tradition des royaumes barbares, c'est-à-dire que le roi qui meurt ne lègue pas tout son royaume à un seul héritier, mais partage entre ses fils. Ça a été le cas des Francs à l'époque mérovingienne, et c'est le cas même de l'Empire carolingien qui garde cette tradition. Donc l'Empire éclate, et comme l'on sait, en trois parties d'abord, puis en deux, avec toute la partie occidentale qui reviendra à Charles le Chauve, empereur, et la partie orientale à Louis le Germanique. Et puis ces ensembles-là, à leur tour, se défont, se morcellent, par exemple entre la Germanie qui serait une partie de ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui, et puis l'Italie, deux ensembles qui d'ailleurs n'auront refait leur unité que très très tardivement, au XIXe siècle. Donc, en France, en Angleterre, l'unification se refera plus tôt, mais à partir de ce morcellement que l'on peut dire féodal. Donc de grands domaines, de grands pouvoirs régionaux, par exemple en Anjou, dans le Maine, en Bourgogne, avec également des différences entre le Midi, le Nord, etc. Et petit à petit, la reprise, là encore, par un pouvoir unificateur qui sera celui du roi de France ou du roi d'Angleterre, qui sont tout à fait pionniers en quelque sorte dans ce mouvement de recentralisation et de reprise en main par le pouvoir royal, tandis que, au contraire, en Italie, avec plus tard les villes aussi, qui sont des villes-États hein, qui se développent, et puis en Allemagne, avec un empereur, bien sûr, qui, à partir des Ottoniens, est là, un empereur, mais qui a surtout un pouvoir symbolique et ce qui est très important, mais qui matériellement n'a pas plus de pouvoir que les grands princes qui procèdent à son élection. C'est donc un mouvement très compliqué, très Mmh. long, où l'on voit des forces centrifuges, des forces centripètes, enfin, des moments de réunification et des moments au contraire de désagrégation. Alors dans tout ce grand mouvement, donner, non pas une date bien sûr, mais dire à partir de quand, mais il y a eu des débats importants entre médiévistes depuis quelques années, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, sur le moment clé. À quel moment peut-on dire que vraiment le monde médiéval, tel qu'on le perçoit, tel qu'on veut le définir, se forme vraiment. Alors, pour les uns, l'époque carolingienne, disons la désagrégation de l'Empire carolingien doit être privilégiée. Pour d'autres, au contraire, et alors à ce moment-là, on dirait le Xe siècle, l'an 1000, en somme, c'est un moment clé.
l'an 1000, Mmh. dépendamment de tout ce qu'on a pu écrire sur les prétendues terreurs de l'an 1000, etc. Il ne Mmh. s'agit pas de ça, mais il s'agit véritablement de l'organisation sociale. Et puis pour d'autres, au contraire, il faut repousser dans le temps, aller vers le 11e, 12e siècle. Et là, il y a un autre phénomène très important et qui, depuis quelques années, est au centre de la préoccupation des spécialistes, c'est ce qu'on appelle la réforme grégorienne, c'est-à-dire un vaste mouvement de réforme de l'Église impulsé par la papauté au milieu du XIe siècle et qui tend à réorganiser les relations entre les pouvoirs laïques et les pouvoirs ecclésiastiques, entre le pape et l'empereur, avec un très fort conflit dont l'empereur sort vaincu par le pouvoir pontifical. Et ceci est encore une Ouais. pierre à ce que je disais du dominium ecclésiastique qui l'emporte en quelque sorte dans l'organisation sociale. Et mais il n'y a pas que ce sommet institutionnel qui doit être pris en compte, c'est à tous les niveaux, au niveau des évêques, des abbayes, par rapport aux seigneurs locaux. Les institutions ecclésiastiques essaient de retirer, les évêques par exemple, essaient de retirer à l'empereur, mais aussi aux princes, le pouvoir qu'ils ont sur les établissements ecclésiastiques. Si vous voulez donc une réorganisation générale, mais qui va encore plus loin que tout ce que je dis là, puisqu'elle va jusqu'à repenser, penser, et de façon peut-être définitive, en somme en Occident, les relations entre les laïcs et les clercs. Et pour moi, ça, c'est un phénomène essentiel. C'est pourquoi je suis tout à fait partisan, moi aussi, de l'accent mis sur le milieu du XIe siècle, avec naturellement, là encore, une évolution qui va durer, disons, XIe, XIIe, voire même début du XIIIe siècle, une réorganisation du monde médiéval autour de notions à la fois juridiques, idéologiques, religieuses, tout à fait fondamentales. Voilà, donc la révolution, si vous voulez, la, la réforme grégorienne, c'est en somme, c'est ma deuxième réponse, Ouais. pour les uns, donc l'an 1000, mais de plus en plus, la réforme grégorienne, c'est-à-dire, en gros, du milieu du XIe siècle au début du XIIIe siècle. Début du XIIIe siècle, parce qu'en 1215 a lieu un concile œcuménique extrêmement important, le concile de Latran-IV, qui a été réuni par un pape très important, d'une très grande force politique, Innocent III. Latran, c'est donc une église pontificale à Rome, n'est-ce pas? Et ce concile a précisé dans tous les domaines quel était le rôle des laïcs et le rôle des clercs. Il a sacralisé Mmh. le mariage comme sacrement propre aux laïcs. C'est-à-dire que ce pouvoir ecclésiastique qui s'affirme avec ses monopoles, avec ses privilèges. Par exemple, le privilège pour le prêtre de communier sous les deux espèces, du sang et du corps du Christ, hein, alors que les laïcs ne communient que sous une seule espèce, l'hostie, hein, le corps. Bon, ça, c'est très important. Eh bien, l'ordination sacerdotale, Moi, célibat, important cette distinction entre les prêtres qui avaient ce privilège, j'imagine que c'est vu comme un privilège, versus les laïcs. C'est une manière d'accentuer la différence de pouvoir, ou, enfin, vous pouvez dire un petit mot de là-dessus, c'est... pouvoir et de sacralité, D'accord, hein. Et dans cette société, c'est extrêmement important. d'accord, Donc la sacralité, la sacralisation du prêtre, qui d'accord. va de pair avec l'imposition du célibat ecclésiastique. Mhm. Et c'est là que se pose cette question qui, bien sûr, en théorie, depuis le IVe siècle, les prêtres sont célibataires. En D'accord. pratique, pas du tout. Et d'ailleurs, oui, aussi bien les prêtres, les évêques ont souvent une famille, des Mhm. enfants. Par exemple, on sanctionne à partir de ce moment-là les fils de prêtres. Les fils de prêtres pour les empêcher de devenir prêtres, parce qu'ils Mhm. sont nés d'une relation impure, hein. Mhm. Et vous voyez donc, toutes ces mesures-là vont dans le même sens. Et de même, elles vont aussi, puisque aujourd'hui, un des grands thèmes aussi de l'historiographie, c'est la question du genre, hein, Mhm. l'histoire du genre. Eh bien, c'est aussi à ce moment-là, bien sûr, on n'invente rien, on a déjà ça depuis l'origine, mais on insiste beaucoup plus
sur le rôle limité, qui n'est pas complètement obnubilé, qui n'est pas complètement éliminé, mais qui est très limité, des femmes dans l'Église, hein. Les femmes qui sont religieuses, très bien, mais qui, dans l'Église séculière, n'ont évidemment pas le pouvoir de devenir prêtre. L'Église catholique s'y est toujours refusée et s'y refuse toujours aujourd'hui. Mmh. Donc vous voyez qu'on est dans de très très longue durée et que les questions d'actualité que connaît l'Église aujourd'hui autour du célibat ecclésiastique et de la prêtrise masculine, eh bien ce sont des phénomènes qui sont très anciens, qui remontent aux origines de l'Église, mais qui ont été ranimés, ranimés par justement ce moment de la réforme grégorienne. D'accord. C'est passionnant. J'aurais plein de questions, mais sinon, on va pas avoir le temps sur justement le genre un peu avant ces réformes. Mais en tout cas, on comprend que c'est vraiment un élément important pour structurer la féodalité telle qu'on la voit, enfin, telle qu'on l'imagine un peu. Est-ce que on peut expliquer pourquoi les sociétés du Moyen-Âge se sont organisées sur ce mode? Pourquoi ça a dominé, semble-t-il, l'Europe? Et est-ce qu'il y a on peut y voir un caractère rationnel, si on fait de l'anthropologie, de dire, bah oui, étant donné la situation de l'époque, c'est normal qu'ils se soient organisés comme ça. Donc, Oui, j'aime bien cette interrogation que vous avez. Est-ce que c'est rationnel? oui, voilà, c'est Oui, ça. je vais vous répondre, bien sûr, toute Ouais. société est rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'on en connaît les raisons, Mhm, mais toute société a évidemment une logique. mhm, Et cette logique, c'est, on pourrait dire, la logique optimale pour que ça fonctionne. mhm. Hein, pour que ça fonctionne, étant donné que un grand nombre des facteurs qui faisaient fonctionner très rationnellement la société antique ne sont plus présents. Hein, par exemple, les communications méditerranéennes Oui. à l'intérieur de la Méditerranée. La Méditerranée, à partir du 7e siècle, est coupée par la progression extraordinaire et extraordinairement rapide du monde arabe. Donc ça coupe évidemment tout ce monde méditerranéen antique Mhm. qui a déjà été divisé hein, dès la fin du 5e siècle entre deux empires. Hein, il faut Oui. pas enfin, disons un empire oriental et des royaumes chrétiens occidentaux. Je crois que c'est Donc il y a, la thèse d'Henri Pirenne, me semble-t-il, oui, c'est la thèse d'Henri Pirenne, Ok. Mahomet, Ouais. Charlemagne. Et que Mahomet, à Ouais. savoir, non pas Mahomet lui-même, mais l'islam, porté essentiellement par les Arabes, va se déferler sur l'ensemble de la Méditerranée et particulièrement sur la rive méridionale pour remonter à partir du détroit de Gibraltar dès le début du 8e siècle vers l'Espagne et jusqu'en Espagne du Nord. Et ça, bon, ça a duré quelques siècles avant ce qu'on appelle la Reconquista. Ça non plus n'est pas simplement une grande marche victorieuse des chrétiens contre les musulmans, pas du tout, mais c'est une progression avec en effet quelques faits d'armes, mais aussi une progression qui va se jouer, enfin dont le résultat est scellé en somme au XIIIe siècle et il ne restera que l'Andalousie, Grenade, qui sera reconquise par les chrétiens l'empire, par le royaume d'Espagne, c'est-à-dire l'Aragon et la Castille réunifiés à la fin du XVe siècle. Voilà. Donc les, les conditions logiques, là encore, du fonctionnement du monde antique ne sont plus présentes. Et ce sont donc d'autres conditions, et notamment cette question de la terre, hein, cette question du travail des hommes dans la terre, de l'autarcie locale, etc., qui favorise la mainmise des pouvoirs locaux, des pouvoirs des seigneurs, hein, sur leurs dépendants, qui peuvent être bien sûr des hommes de statut très différents. Hein. Il y a des libres, il y a des serfs, il y a des libres aussi, et il y a des chevaliers qui entrent à leur service, qui sont en somme des gros bras, si vous voulez, à qui on remet un fief et à charge pour eux de défendre une route, par exemple, un Mhm. col, etc., mais aussi d'exploiter la population locale, évidemment.
hein, puisque Mhm. eux ont les armes, et ils ne travaillent pas la terre. Ceux qui travaillent la terre n'ont pas les armes, mais nourrissent les chevaliers, etc. Donc c'est cette logique-là qui se met en place et qui, progressivement, encore une fois, on l'a dit, et qui se met en place et qui exprime, enfin rend possible le fonctionnement d'une telle Mhm. société, avec ces phénomènes d'autarcie, etc., dont j'ai Mhm. parlé. Euh, Je rebondis voilà, là-dessus rapidement, si je peux me oui, permettre. Il me semble aussi avoir vu, parce que c'était dans un documentaire, que probablement des périodes d'instabilité comme les raids vikings ont pu accélérer ce mouvement dans la mesure où, comme vous dites, il n'y avait plus un pouvoir central capable, comme à l'époque romaine, d'envoyer des légions voilà, sur place et qu'il fallait se reposer sur des forces locales et que des gens ont été prêts du coup à s'organiser, à répondre à un seigneur. La défense, enfin, la défense a été décentralisée, quoi, si je puis dire. tout à fait, le terme est important, hein. Mm. Simplement, c'est pas une décentralisation à partir d'un centre, Oui. unique et vigoureux, hein. Donc ce centre-là, ça fait belle lurette qui s'est affaibli. Mais enfin, c'est un peu le phénomène qui se produit avec également, il faut quand même le rappeler, c'est l'atonie et la disparition même, souvent des villes, hein. Mm. C'est-à-dire ce qui caractérise aussi le monde antique, c'est que c'est un monde urbain, c'est la Mhm. ville qui est le cœur de la dynamique économique Mm. et le modèle social par excellence. Et cela n'est plus le cas, évidemment, à l'époque mérovingienne ou à l'époque carolingienne. Ce sont des châteaux qui se créent. Alors on sait aussi l'histoire des châteaux, hein, à partir disons, par exemple, du 10e jusqu'au 13e siècle. On voit le passage du bois à la pierre, on voit la constitution de forteresses beaucoup plus importantes, tout ça à la mesure des dangers qui se présentent. Et puis ce sont les abbayes, hein, les abbayes qui jouent un rôle très important parce qu'elles sont elles-mêmes fortifiées, elles sont le centre de pouvoir économique considérable. Réfléchissez d'ailleurs à cette question de la propriété, si vous voulez, la propriété foncière, puisque on est dans un monde rural, essentiellement rural, les villes ayant pratiquement disparu et vont renaître à partir disons, du 11e siècle, 12e siècle. Les, enfin, ont disparu, c'est évidemment pas totalement vrai, hein. Mais souvent d'ailleurs aux marges accolées à ce qui reste de la cité antique, eh bien se crée une abbaye qui, autour du prestige d'un saint, des reliques, se développe avec énormément de terres et de plus en plus de terres. Parce que le régime juridique de la terre donnée à l'Église, le régime juridique de la terre dont bénéficie l'Église, c'est la main morte. La main morte, cela veut dire que le donateur, celui qui, pour assurer sa vie dans l'au-delà une fois mort, fait des dons, et s'il est riche, il fait beaucoup de dons, de terres, de matières précieuses, aux saints, c'est-à-dire en fait aux moines ou à l'Église, qui représente ce saint. Eh bien, cette terre, ces biens, ces droits, parfois, pas forcément matériels, hein, obéissent au régime de la main morte. La main morte, ça veut dire que le donateur n'a pas, sa main est morte, si vous voulez. C'est ce qu'il donne, eh bien, il ne peut pas le donner comme une main vivante à un héritier. Il le donne à l'Église. Et D'accord. l'Église le récupère. Donc les biens ecclésiastiques sont des biens de main morte. Donc l'Église en dispose librement, mais elle les accumule de plus en plus. C'est comme ça que le patrimoine ecclésiastique devient immense. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à la Révolution française, l'Église est visée en premier lieu, hein. Les biens nationaux confisqués par la Révolution, ce sont très largement les biens des seigneurs émigrés qui ont refusé la Révolution, mais ce sont d'abord et avant tout des abbayes, hein, dont les terres sont confisquées, dont les bâtiments sont démolis pour récupérer les pierres, pour les vendre, etc. Donc c'est ça qui est visé. Et ce n'est pas par hasard, hein. Vous me parliez de rationalité, de Mhm. logique. Et on voit bien qu'il y a une rationalité jusque dans la destruction totale de ce pouvoir. Absolument. Euh, alors, ensuite, la question, donc là, on a un aperçu effectivement
comment elles se sont organisées et pourquoi. J'aimerais passer un peu sur la conception qu'on a dans notre imaginaire collectif de la féodalité. Euh, L'image qu'on a, c'est vraiment celui d'un rapport déséquilibré entre le seigneur et le paysan en termes de pouvoir, mais avec quelque chose de très arbitraire, une inégalité totale, avec quelque chose de très oppressif. Est-ce qu'on peut savoir comment les acteurs de l'époque ont perçu cette organisation, euh, comment ils la justifiaient, et est-ce qu'ils la percevaient comme quelque chose qu'on serait incapable d'accepter aujourd'hui? Oui, c'est une question extrêmement importante, intéressante, que celle-ci, qui est à la fois la mesure objective de ce qu'on pourrait appeler la pression fiscale, hein, d'un côté, mais d'autre part, la question de la tolérance, de l'acceptabilité de cette charge. Si on compare comme ça, par jeu en quelque sorte, avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense que, bon, ça, c'est purement gratuit comme Hmm. comparaison, hein, mais on pourrait dire que la fiscalité qui repose sur les travailleurs, sur les classes moyennes, sur les salariés, etc., est certainement, alors c'est difficile à dire, hein, on pourrait dire beaucoup plus importante, par exemple. Dans un Hmm. pays comme la France, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais un pays comme la France, beaucoup plus importante que celle qui pouvait peser sur les dits paysans. Pourquoi plus importante? Bon, parce qu'elle est régulière, parce qu'elle est évidemment une sorte de régularité institutionnelle qui fait que tout est clair, on sait ce qu'on doit, on sait comment on paie, etc. Hmm. Bon, c'est très régulier. Euh, mais surtout, on est citoyen, c'est-à-dire que directement ou indirectement, on accepte cette pression fiscale. Alors, ce qui se passe, évidemment, dans une population paysanne, disons au XIIIe siècle, évidemment, on ne leur a pas demandé leur avis, ils n'ont voté pour personne, mais ils subissent depuis la naissance ce poids-là. Donc, il peut arriver un moment où cette pression semble intolérable. En même temps, ils en tirent bénéfice parce qu'ils sont protégés, précisément. Parce que ce pouvoir n'est pas arbitraire. Ce pouvoir, il a lui-même intérêt à être régulier, à exercer une justice, puisque en réalité, ces droits, c'est avant tout la justice. C'est le droit de sanctionner, le droit de juger qu'a le Seigneur. Eh bien, si le Seigneur, à moins d'être un tyran, bon, un Gilles de Rais, si vous voulez, Hmm. épouvantable, mais si le Seigneur exerce dans son intérêt un pouvoir qui est régulier, acceptable, disons, à défaut d'être totalement accepté, eh bien, c'est tout à fait dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Alors, en quoi consistent ces charges? Eh bien, ce sont toutes sortes de charges. Alors, c'est vrai qu'il y en a un grand nombre, et peut-être de plus en plus. Voilà, c'est aussi ça le problème. Hmm. De plus en plus. Il y a des charges qui pèsent sur le droit des hommes. Il y a des serfs, par exemple. Tout le monde est plus ou moins dépendant, hein. La liberté elle-même, la notion de liberté, ça veut dire le privilège, la liberté. On a des privilèges, ça veut dire qu'on n'a pas tout, on n'a Ouais. que des privilèges. Donc on Hmm. est toujours dépendant d'une certaine façon, hein. Mais plus ou moins par rapport à son voisin. Alors Ouais. on a toujours l'impression peut-être d'être plus privilégié qu'un autre. Et ça aussi, ça conduit à accepter. Ouais. Et puis ce sont des droits, donc, bien sûr, sur toutes les transactions qui peuvent se produire, la vente, des poulets, des cochons, du blé, etc., à des moments différents, sachant que le simple paysan, il est pressé de vendre pour avoir du numéraire dès les moissons, que le seigneur, lui, qui a des greniers, qui a des stocks, il peut attendre et attendre que les prix montent. Une fois que les denrées deviennent plus rares, leur prix augmente. Le seigneur, et notamment le seigneur ecclésiastique, à ce moment-là, lui peut sortir ça de son grenier et en profiter davantage. Vous voyez. Et puis, ce sont des droits de justice, c'est-à-dire que des droits au sens propre, hein, c'est juridique, c'est-à-dire que toute activité, par exemple le mariage, on se marie, on va payer au seigneur un petit quelque chose. On meurt, c'est pareil.
une transaction, un héritage, ça se paie. Donc il y a une et puis bien sûr les délits, la justice, la basse justice ou même la haute justice que le roi essaie de plus en plus de se réserver, mais elle existe, il y a des seigneurs qui ont la haute justice, donc ils peuvent juger les criminels, les pendre et cetera. Donc tout ça, et ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Et il ne faut pas, considérer ici le Moyen Âge au sens, limité, chronologiquement classique, parce que c'est une société qui dure jusqu'à la Révolution, Oui. hein, révolution industrielle et révolution politique. Et en France, c'est clair, c'est 1789. Et donc la nuit du 4 août. Eh bien, cette société, elle voit aussi la pression de plus en plus forte de l'ensemble de ses pouvoirs et notamment du pouvoir royal. Et un impôt comme la taille, qui est caractéristique du pouvoir royal à la fin du Moyen Âge et qui se développe, ne va pas cesser d'exercer une pression de plus en plus forte. Hein, son poids sera de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on rajoute d'ailleurs des tailles secondaires, toutes sortes de droits. Et c'est ça aussi qui va finalement sembler insupportable, la multiplication des taxes, le côté un peu arbitraire, si vous voulez, d'une fiscalité qui innove en principe de façon passagère, et puis l'impôt passager exceptionnel devient régulier, etc., et s'ajoute aux autres. Et donc la pression va conduire à des réactions. Alors il y a dès le Moyen Âge, bien sûr, par exemple, dans les années 1380, en Angleterre, en France, ce qu'on appelle les jacqueries, ce sont des révoltes paysannes et qui visent tout ça, hein, tout le système, en somme, les seigneurs, les seigneurs ecclésiastiques, encore une fois, beaucoup, et puis tous ces droits qui s'exercent, mais ça retombe. C'est-à-dire que le pouvoir, il est quand même du côté des armes. Hein, Mmh. ce qui l'emporte, eh ben, c'est les seigneurs et c'est le roi. Mmh. Alors la question du pouvoir royal, de l'emprise croissante du pouvoir royal, est évidemment au cœur de cette question. Deux questions avant de passer au sujet suivant sur lequel je veux rebondir. Vous avez parlé de l'échange de protection, et je me suis demandé, c'est vraiment une époque si, comment dire, si effrayante, si terrible qu'on est prêt, que la protection vaut tant de privations de liberté ou d'impôts parce qu'on peut être attaqué par des bandits, des envahisseurs. Deuxième, c'est est-ce qu'il y a quand même un système de justice pour les paysans, voire les serfs, et est-ce qu'ils ont quand même des droits qui peuvent être défendus face à une autorité, une forme de justice de droit pour eux s'ils sont maltraités, lésés. Oui, bon, ils n'ont pas, encore une fois, la capacité de résister vraiment, mais Mm. il y a tout de même une organisation des communautés, hein, la communauté rurale, la communauté au sein de la paroisse. Alors il faut distinguer, la paroisse, c'est évidemment une institution ecclésiastique, c'est une division de l'évêché, du diocèse plus exactement. Donc la paroisse joue un petit peu ce rôle-là et elle est distincte en partie aussi de ce qu'on appelle la communauté paysanne. Hein, la communauté paysanne qui est un premier facteur oui, d'union, d'unification, d'union des forces pour exercer bien sûr un pouvoir interne, comme dans les métiers urbains d'ailleurs, hein, c'est-à-dire répartir les charges, répartir les devoirs et les droits, mais aussi éventuellement se défendre, résister, moins peut-être contre le seigneur local avec lequel on passe en permanence des compromis, que contre des intrus qui tenterait d'exercer de l'extérieur, en somme, un pouvoir abusif. Donc il y a ça. Et puis, il ne faut pas oublier le mouvement urbain. C'est-à-dire que là, oui, la ville va devenir cet espace de liberté, là encore limité, mais liberté quand même, par rapport à ce système rural. On ne peut pas, on a eu tendance au 19e siècle, par exemple les historiens du 19e siècle, à opposer la liberté urbaine bourgeoise, vue, vue comme l'origine même de la bourgeoisie triomphante du 19e siècle. Hein, et puis le monde paysan englué dans ses traditions et sa dépendance. C'est plus compliqué. Le monde urbain fait partie du monde
féodal dans sa totalité, hein. Il faut le penser comme un des éléments du féodalisme. Mais c'est vrai que c'est un pôle de relative liberté qui est attractif, hein, avec cette idée que la ville rend libre, hein. Donc, si le paysan déguerpit contre la volonté de son maître, qui a un droit de poursuite, de suite, comme on Mmh. dit. Mais si le paysan déguerpit et se réfugie en ville, là, il peut espérer trouver justement un espace d'activité plus libre et finalement un statut également plus enviable. Euh, donc la liberté, la ville, et cette ville, elle s'entoure de remparts, elle se dote d'un pouvoir autonome qui est de nouveau évidemment favorable aux plus riches, aux plus puissants, c'est-à-dire aux maîtres des métiers, par exemple, hein. Donc la ville n'est pas un espace démocratique, c'est un espace très hiérarchisé dans lequel certains ont le pouvoir et d'autres ne l'ont pas. Mais par rapport à la dépendance dans certaines régions, surtout les régions, et des régions qui n'ont plus du tout de servage, des régions au contraire où le servage se développe, etc. Donc dans des régions de ce genre, la ville peut être attractive et peut sembler une alternative à cette dépendance. Très bien. Alors, la question suivante, je crois qu'il nous reste à peu près 40 minutes, on devrait être dans les temps pour les questions qui me restent. La suivante m'intéresse particulièrement et c'est sur le privilège des seigneurs et la manière dont justement ils en payent le prix, puisqu'ils sont là pour défendre par les armes, en théorie, le paysan. Et la raison pour laquelle je me pose cette question, c'est que je pense à quelque chose de spectaculaire comme Azincourt, où toute une partie de la noblesse française a été saignée, enfin, voilà, et morte en grand nombre. Vous faisiez un peu le parallèle avec notre, comment dire, être un citoyen et accepter l'impôt. C'est vrai que l'image d'une élite aujourd'hui qui meurt pour son privilège ou qui en paye le prix par la mort, c'est pareil complètement éloigné. On a plutôt l'impression qu'ils sont comment dire, protégés de tous ces aléas. Est-ce que ça, c'est une réalité que le seigneur par ses privilèges, est amené régulièrement à payer le prix? Alors, est-ce qu'il y avait vraiment ce prix à payer de la possibilité de mourir, en fait, que peut-être les paysans qui ne devaient pas porter des armes ne devaient pas subir? Oui, alors là, bien sûr, il faut faire une différence entre les différentes époques, hein, Oui, entre les bien sûr. époques. Bien sûr que les moments où ce système se met en place, disons au XIe, XIIe siècle, il y a une violence endémique qui est au XIe siècle, qui est plus forte, hein, dont on entend les échos dans, par exemple, les livres de miracles des pèlerinages, où les seigneurs, les guerriers eux-mêmes, hein, viennent implorer, viennent demander aux saints de les guérir de blessures. Il y a donc cette violence-là, mais elle est assez tôt, surtout en France et en Angleterre, canalisée par le pouvoir royal. Puisque vous citez Azincourt, c'est évidemment, c'est une catastrophe inouïe. C'est-à-dire l'élite de la noblesse française et la plus haute noblesse qui se fait massacrer pour avoir livré bataille contre les Anglais selon un mode totalement périmé. Et dans sa bêtise, cette aristocratie n'avait absolument pas compris l'évolution même des techniques de guerre, hein. Hmm, C'est le chevalier armé contre les archers anglais. Eh bien, mais ça, c'est tout à fait exceptionnel, d'accord. surtout à cette époque où le pouvoir royal limite la violence. C'est ça la fonction de l'État aujourd'hui, Hmm, oui, c'est le monopole de la violence et la limitation de toute autre violence. Eh bien, c'est la même chose avec la royauté. On le sait, rappelez-vous les images d'Épinal mais qui ne sont pas totalement fausses, hein, de Saint-Louis rendant la justice et rendant la justice équitablement entre le simple paysan et des nobles. Eh bien, c'est là la marque du pouvoir royal, justement. Donc, cette forme de violence, de mort fréquente, gratuite, de blessures, de sang, etc., c'est une, hmm, une image d'Épinal, très mhm, largement. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors hmm, bien sûr, elle a été mise en exergue et elle a été louée par les romans de chevalerie des chrétiens de Troyes. Le milieu du XIIe siècle, on exalte cette
ce courage, cette prouesse du chevalier qui n'hésite pas à affronter son rival dans un tournoi. D'abord, même dans les romans de chevalerie, l'adversaire ne meurt pas nécessairement. De toute manière, il est bien traité. Et puis le but, c'est pas de tuer l'adversaire parce que ce n'est pas rentable. Ce qui est beaucoup plus rentable, c'est de l'attraper pour le rançonner. Et Mmh. c'est comme ça que ça se passe Oui, dans les guerres féodales, hein. On ne cherche pas la mort, on cherche, la mort, elle peut avoir lieu justement sur un champ de bataille où l'aristocratie guerrière, la chevalerie, disons, ne contrôle pas les règles du jeu. Et c'est vrai dans les grandes batailles que la royauté livre contre, par exemple, entre la France et l'Angleterre. Ce ne sont pas les chevaliers qui s'amusent à égorger les chevaliers, les adversaires tombés à terre. C'est la piétaille qui essaie de récupérer son bien, mmh, hein, son avantage. Voilà. Mais donc il y a bien sûr des grandes batailles, ou Bouvines, par exemple, oui. entre, la, entre le roi de France et ses adversaires, notamment le roi d'Angleterre. Mais il y a des morts, il y a Mmh. beaucoup de morts, mais c'est quand même toujours, ce n'est pas nécessairement la règle, hein. D'accord. OK, c'est une question qui m'intéressait. Pour arriver vers la fin de notre échange, justement, alors vous l'avez un peu évoqué et j'ai l'impression que c'était finalement assez abrupt, mais vous me direz, la fin de la féodalité, qu'est-ce qui fait qu'elle rentre en crise? Qu'est-ce qui fait qu'elle disparaît? Et vous avez dit, voilà, il y a la révolution industrielle pour les autres pays et la révolution française pour la France, où on peut peut-être même dater la fin du système féodal. Vous l'avez un peu évoqué avec l'accumulation des charges qui conduit à ça, mais est-ce qu'il y a des causes plus profondes? Oui, bah, c'est évidemment une question à la fois immense, centrale, mais très difficile de répondre. Et c'est la question Mm. que Marx posait. Comment passe-t-on d'un mode de production à un autre, notamment du mode de production féodal, pour prendre son expression, au mode de production capitaliste. Et vous voyez bien que là non plus, ce n'est pas l'affaire d'une date, c'est l'affaire d'une longue évolution qui est liée en particulier, bien sûr, aux villes, à la puissance économique croissante des villes qui font que les campagnes, bien sûr, sont toujours très, très importantes, hein, jusqu'au au XXe Oui. siècle, au début de la première moitié du XXe siècle, dans un pays comme la population rurale reste importante. Mais et à plus forte raison si l'on parle du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Mais c'est cette part croissante des activités commerciales et industrielles, avec une sorte de proto-industrie au XVIIIe siècle qui va connaître un développement considérable à partir de l'invention de la machine à vapeur. Mais bien avant, ça commence bien avant. Les transactions commerciales au XVIe, XVIIe siècle, bon, toute l'ouverture d'ailleurs du monde, l'unification du monde planétaire, hein, à partir du XVIe siècle, tous ces phénomènes-là sont à prendre en compte pour comprendre comment progressivement, avec évidemment ces secousses, des révoltes, des révolutions, en Angleterre au XVIIe siècle, en France au XVIIIe siècle, etc., on s'achemine d'un monde à un autre. Voilà. Donc la base, les transformations des rapports de production, hein, pour parler là encore en termes marxistes, des rapports de production, c'est-à-dire la manière dont les hommes s'organisent entre eux pour mettre en valeur les richesses du monde. Voilà, on pourrait dire ça Ouais. comme ça. Eh bien, c'est ça qui change. Et c'est ça qui est déterminant dans l'ensemble des transformations, qui sont des transformations politiques. On peut passer d'un régime autoritaire et disons le régime, l'ancien régime des trois États, pas, avec cette prééminence du premier ordre, n'oublions pas l'ordre ecclésiastique, à un régime de citoyenneté qui naturellement ne profite pas tout de suite à tout le monde, loin de là. Comme vous le savez, le droit de vote a mis beaucoup Mm. de temps à être attribué à tout le monde. D'abord, les pauvres en étaient exclus, il fallait être censitaire. Et après, seuls les hommes votaient, les femmes ont attendu le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un pays comme la France qui n'était pas pionnier du tout en la matière.
Eh bien, c'est c'est tout ça, hein, dans une très longue durée qu'il faut prendre en compte pour comprendre, comment d'une logique on passe à une autre logique. C'est vrai que c'est une question énorme, mais on a déjà, grâce à ce que vous venez de dire, des pistes pour comprendre. Il y a un autre débat qui serait énorme, qui est quelle est la part déterminante justement des modes de production et du matériel, enfin des conditions matérielles dans l'avènement d'un nouveau système, ou alors justement le rôle de la philosophie, des Lumières, de la pensée pour transformer les sociétés. Mais ça, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Alors, petite question rapide. J'ai vu dans un entretien, alors qui n'a rien à voir, qui était sur le Japon, qui disait que le Japon, enfin la personne qui intervenait, qui était, je crois, spécialiste du Japon, a évoqué l'idée que le Japon était donc une société qui avait connu une organisation féodale et que c'était une des exceptions en dehors de l'Europe. Est-ce que rapidement, enfin, est-ce que c'est le cas? Le mode féodal comme on l'a connu est un mode propre à l'Europe et au Japon. Et en effet, la comparaison avec le Japon est une vieille Ouais. affaire pour les médiévistes, hein, puisque Marc Bloch, que j'ai cité tout à Mhm. l'heure, ou bien Robert Boutruche, qui a été aussi un historien médiéviste de la seigneurie, etc., se sont penchés sur cette question et ont comparé le système japonais avec d'abord un empereur, avec une espèce de maître du palais qui était le shogun, et puis des sortes de chevaliers faits, en fait, des chevaliers vassaux, en somme, qui sont les samouraïs, Oui. voilà, au service du maître. Donc le Japon a connu un système que l'on a pu comparer, hein, qui présente des affinités, disons, avec Mhm. le système occidental. Depuis, ce n'est pas resté, disons, ça n'a jamais été, ça n'est pas devenu davantage une question absolument centrale. Mhm. Ce qui est plus intéressant, c'est l'importance du comparatisme dans les études historiques, c'est-à-dire l'idée que on ne peut bien comprendre l'organisation d'une société que si on la compare à des sociétés différentes dans le temps. Ça peut être des sociétés très anciennes, par exemple, ou bien dans l'espace, des sociétés soit en contact avec la société que l'on étudie, par exemple l'Empire byzantin comparé à l'Europe occidentale au Moyen Âge, hein, soit complètement étrangère, sans aucun rapport, c'est-à-dire par exemple le Japon, par rapport à la société féodale et médiévale. Donc, mais c'est l'idée du comparatisme qui a fait son chemin et qui amène à mieux comprendre non seulement ces questions de pouvoir, de relations de pouvoir entre seigneurs et vassaux, seigneurs et paysans, etc., mais de façon beaucoup plus générale, l'ensemble de l'organisation, y compris sur le plan culturel, sur le plan idéologique. Voilà. Et ça, D'accord. c'est, je dirais, davantage ma manière de voir les Ouais. choses. J'essaie de comprendre, par exemple, la place de ce qu'on appelle la religion. Je n'aime pas ce terme appliqué au Moyen Âge, mais les croyances, la question des rituels, la question des mythes, etc. Pour moi, il est tout à fait important d'établir des comparaisons, mais sans du tout chercher à assimiler, hein, pas du tout. Au contraire, ce serait plutôt pour marquer des différences, des comparaisons entre d'autres mondes qui ont connu eux aussi des mythes, des rites, des croyances, etc., qui ont connu peut-être un clergé ou pas de clergé. Ça, c'est une Mhm. distinction très importante pour la société dont on parle. C'est que l'Église, elle a un dogme, elle a un clergé. Toutes les religions n'ont pas de clergé, Mhm. loin de là, hein. Toutes les religions n'ont pas de dogme. Les religions de l'Antiquité, par exemple, ne sont pas dogmatiques. N'ont pas, il y a des prêtres, etc., mais qui ne forment pas une sorte de caste comme dans le christianisme médiéval et, disons, le catholicisme, hein. Donc, c'est cette idée du comparatisme comme manière de préciser, de mieux comprendre l'objet que l'on traite. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, ça dépasse de loin le cas du Japon, hein, qui a été D'accord. un cas Ouais. classique à une certaine époque et sur lequel aujourd'hui on
n'insiste pas plus que sur d'autres sociétés, y compris des sociétés beaucoup plus traditionnelles que les anthropologues, enfin, ou les folkloristes appelaient primitives. On peut trouver des relations de pouvoir ou au contraire une sorte d'absence de relations de pouvoir comparables dans des sociétés amazoniennes ou je ne sais pas quoi, n'importe quel pays, Nouvelle-Guinée ou ailleurs, où il y a des relations de pouvoir, mais qui fonctionnent autrement. Et ça nous intéresse. Ça, c'est important pour comprendre les relations de pouvoir à l'intérieur d'une société comme la société féodale du Moyen Âge. Est-ce qu'il y a des traces de cette organisation féodale dans notre héritage, est-ce qu'on peut voir encore des traces de ce modèle, même dans notre façon de penser ou de s'organiser? Je pense à la France, mais peut-être l'Europe en général. Bien sûr qu'il y a des traces. Pensez au code de la politesse, de la déférence, Hmm, de l'étiquette, euh, le vocabulaire hmm, que l'on utilise, etc. Tout cela pèse, hein, inconsciemment, bien sûr. Je veux dire que si la lutte des classes est peut-être caractéristique des classes, j'entends de la classe laborieuse au sens industriel du terme, n'est-ce pas, et caractéristique du 19e, 20e siècle, il est clair que elle a hérité aussi euh, de codes très, très marquants, enfin très profonds, en somme. Le sentiment de l'inégalité sociale, de l'exclusion sociale, etc., la privation de droits. Alors, bien sûr, la citoyenneté dit le contraire, mais dans la pratique, qu'en hmm. est-il, hein? Et qu'en est-il de la différence entre les femmes et les hommes? Justement, cette question du genre, dans quelle mesure les relations hommes-femmes restent inégalitaires. Euh, alors, c'est pas non plus la société féodale Ouais. qui a inventé ça, bien sûr, ça existait avant. Mais chaque société se réapproprie et développe à sa manière des divisions euh, qui, euh, qui sont peut-être universelles, hein, mais Hmm, qui fonctionnent de façon particulière. Voilà. Et donc, je pense à ça, et puis je crois qu'il y a énormément. Alors, il y a d'autres aspects. Il y a ouais. des aspects, par exemple, on parlait tout à fait au début des territoires, du poids des Mhm. circonscriptions, du diocèse, hein, de la cité, le passage cité antique, diocèse, département. Voilà, une longue Ouais. continuité hein, qui nous amène à réfléchir à ça. Penser au paysage. Là encore, les transformations ont été considérables hein, dans le paysage, la couverture végétale, les pratiques agraires, etc. Et pourtant, il y a des continuités très fortes. Voilà, donc je suis personnellement très sensible à ça, Mhm. à commencer par le vocabulaire, encore une fois. Hein, D'accord. le vocabulaire, mais aussi la toponymie. Oui. Ouais. Alors, ce n'est pas la féodalité comme vous l'avez Oui, oui, c'est le Moyen Âge, oui. si vous voulez, Hmm, c'est le Moyen Âge, hein, hmm, le poids d'une époque qui ne se termine pas comme ça hmm, brutalement en 1789, pas du tout. hmm. Et il y a de multiples aspects qui montrent de très grandes continuités, en dépit des transformations que je ne nierai Hmm. pas. Bah, j'ai bien fait de poser la question parce que ça permet justement de remettre de se redonner quelques idées et illustrations. La question finale, en fait, c'est plutôt une tradition que j'essaie de faire dans cet entretien, c'est de vous laisser le mot de la fin ou la question de la fin, peut-être sur un sujet que vous trouvez n'est peut-être pas assez abordé. Je voudrais dire que quand on parle de la féodalité, puisque ça a été l'axe de Oui. votre entretien, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, Hmm. et qui d'ailleurs peut-être m'occupent encore plus dans mon Hmm. travail d'historien, hein, qu'il s'agisse comme je l'ai dit, de cette approche anthropologique de la culture. C'est dire que l'idée qu'en anglais on appelle les Dark Ages, la période sombre, c'est pas le Hmm. Moyen Âge, une période sombre, ne me paraît pas justifié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des aspects sordides ou très violents, etc., au cours du Moyen Âge, mais il y en a beaucoup et sans doute bien pire massivement à notre époque. Donc, je suis aussi attentif aux aspects plus
peut-être plus brillants ou en tout cas plus normaux du Moyen Âge et travaillant par exemple sur les images, travaillant sur la psychologie, sur les rêves, travaillant voilà, sur les relations avec les morts et cetera, des vivants et des morts, travaillant sur, beaucoup d'aspects de ce genre. Je suis, pas du tout persuadé que ce soit une période, tellement catastrophique, sombre, et cetera, une sorte de parenthèse d'horreur entre une brillante, antiquité et une Renaissance merveilleuse. D'abord parce que le Moyen Âge, ça dure au moins jusqu'à la Révolution, et puis, aussi parce que dans toute société, il y a des aspects peut-être qu'on pourrait juger plus négatifs et d'autres plus positifs. Mais c'est pas le rôle de l'historien de juger. L'historien, il étudie, il analyse, il essaie de rendre compte le plus sincèrement possible d'une sorte de réalité telle qu'il l'aperçoit, tout en sachant que le portrait qu'il en fait est extrêmement relatif et dépend beaucoup de ses propres présupposés, conscients ou inconscients. C'est effectivement plein de sujets que j'aimerais bien aborder peut-être une autre fois, mais aussi vraiment sur la vie des gens et justement un peu le mythe, si j'ai bien compris, des achombes, comme vous dites. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. Pour juste finir, est-ce que vous pouvez nous proposer, pour ceux qui seraient intéressés, une bibliographie, alors au sens large, des livres ou peut-être des documentaires ou même des films que vous trouvez pertinent sur quelqu'un qui s'intéresse dans notre axe à la féodalité. Oui, ben, je pense que le mieux, tout dépend évidemment des points de départ, Mm, des connaissances, etc., du lecteur, mais mm, le mieux, c'est sans doute de partir d'ouvrages de synthèse mhm, qui éclairent les logiques profondes de cette société. Je pense un peu dans l'ordre chronologique d'abord à la société féodale de Marc Bloch. Ce sera l'occasion de lire un très grand historien mhm. l'année même où ses cendres doivent entrer au Panthéon, donc c'est d'une pierre deux Ouais. coups, si je puis dire. Je pense à la civilisation de l'Occident médiéval de Jacques Le Goff, qu'on avait cité. Je pense aussi à un beau livre de Jérôme Bachet qui s'intitule la civilisation féodale, justement. Voilà, il y a des ouvrages collectifs aussi qui sont importants. Florian Mazel a dirigé une nouvelle histoire du Moyen Âge au Seuil, il y a 2 ans, 3 ans, enfin, ces dernières années, disons, qui existe également en livre de poche, parce que c'est assez volumineux, où il insiste sur l'importance de ce moment clé de la réforme grégorienne au milieu du XIe siècle pour comprendre l'avant et l'après, en somme, et la mise en place de la société féodale telle que nous l'avons ici très, très Brièvement, ouais. schématiquement. Ok, voilà. Donc c'est ce genre d'ouvrage, bien sûr. Très Après, il y bien. a des ouvrages un peu plus spécialisés, bien sûr. Mm. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense pour la majorité de notre audience, ce sera déjà pas mal de choses à lire. Écoutez, Jean-Claude Schmitt, merci énormément pour cet échange qui était vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. Et pour les auditeurs, je vous dis à bientôt. Et Jean-Claude Schmitt, merci encore beaucoup pour cet échange et vos lumières sur ce sujet. Merci à vous.